Les podcasts du Moulin Nature, centre d'initiation à la nature et à l'environnement. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier 2026 à Mulhouse au studio radio WNE. Je suis Lou à l'école lettres du Moulin Nature et votre présentatrice du jour accompagnée de Léa. Salut, moi c'est Léa, j'ai 26 ans, je suis pâtissière en projet de reconversion professionnelle. Mais également accompagnée de Léonore. Bonjour, moi c'est Léonore et je suis à l'école lettres, une formation au Moulin de la Nature sur la transition écologique, plus précisément sur les métiers de l'animation et de l'environnement. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Schweyer, dit Popov. Bonjour à toutes les trois. Vous êtes l'éditeur du magazine Novo, entre autres chez Mediapop. Ensemble, si vous voulez bien, nous allons nous intéresser à votre parcours, mais également à Novo, et peut-être à creuser un petit peu plus profond que ça. Ok, super intéressant comme programme. Première question, qui êtes-vous ? Quel est votre parcours ? Mon parcours, donc je suis Philippe, je suis mulhousien. Mon parcours, je vais peut-être pas tout raconter, simplement pour résumer. Et à un moment donné, je suis parti de Mulhouse pour trouver du travail. J'ai travaillé pendant 8 ans dans une collectivité territoriale, une ville à Rochefort, en Charente-Maritime, donc à l'autre bout du monde, mais de la France. Et comme on finit toujours par revenir à Mulhouse, comme tous ceux qui sont partis, j'ai fini par revenir sur mon territoire de prédilection, dans la ville que j'aime. Je suis revenu à Mulhouse en 2000 et j'ai travaillé à la mairie de Mulhouse pendant 1 an au service culturel. Ça a été une expérience passionnante, mais j'ai eu envie d'aller voir ailleurs et je suis parti de la mairie. J'ai quitté la fonction publique territoriale pour me lancer dans de nouveaux projets. J'ai rencontré un Strasbourgeois qui s'appelle Bruno Schiban, avec lequel j'ai commencé à faire de la presse culturelle régionale à Strasbourg, dans un magazine qui s'appelait Polystyrène à l'époque. Et au bout de quelques années, j'ai envie d'aller encore plus loin et de revenir complètement à Mulhouse. Et j'ai monté ma petite entreprise qui s'appelle Mediapop, donc en 2008. Pendant l'été 2008 à Mulhouse pour faire de l'édition, surtout de l'édition de magazines. Et le premier numéro de Novo est paru en mars 2009. Là, on en est au numéro 79. En avril, si tout va bien, on sera au numéro 80. Donc Novo, un magazine culturel qui paraît 4 fois par an. On ferait également des hors-séries. Enfin, c'est vraiment le cœur de mon activité, mais petit à petit, il y a une nouvelle activité qui s'est greffée là-dessus, qui est l'édition de livres, qui prend beaucoup d'importance. Et j'ai édité déjà à peu près 200 livres, donc depuis, disons, 2011, où ça a vraiment démarré. C'est quelque chose qui se développe. Je me professionnalise petit à petit. Chaque année, j'apprends principalement de mes erreurs, mais aussi en discutant avec d'autres éditeurs, en rencontrant d'autres gens. Et puis, un projet en amène un autre. On vient me proposer des choses et je suis vraiment heureux de ça. Il y a une troisième activité très intéressante aussi, c'est un label de musique qui s'appelle Mediapop Records. Le premier disque, c'était en 2014 avec Singe Chromé et ça continue. Et là, j'en suis à une 50aine de références. Donc, c'est beaucoup de choses à la fois. Ouais. C'est bien garni en tout cas. Ouais, mais c'est ça qui me plaît et ça permet de faire des rencontres comme avec vous aujourd'hui. C'est agréable. Charmant. Vous avez dit que vous étiez éditeur. Nous, on aimerait bien savoir en quoi ça consiste. L'éditeur, c'est celui qui édite, c'est-à-dire c'est celui qui prend sa responsabilité de publier des choses. Donc moi, en ce qui me concerne, j'essaye de publier des magazines ou des livres qui ont du sens, qui sont faits de manière la plus professionnelle possible. C'est-à-dire que je soigne toutes les étapes des projets. Ça va de l'idée de départ, que ce soit pour un magazine ou pour un livre. Après, il faut le mettre en forme. Il faut aussi vérifier que les informations qu'on publie soient justes, de ne pas publier des fake news, par exemple. Il y a tout un tas d'étapes, en fait, et l'éditeur, c'est vraiment lui qui a la responsabilité. C'est-à-dire que quand le magazine sort, si on publie des choses pas justes, etc., c'est moi le responsable. Et c'est moi qui décide aussi des livres que j'ai envie de publier. Donc, c'est mon choix, au final. Mais tout ça ne se fait pas tout seul. C'est un travail collectif. Donc, que ce soit pour le magazine, vous imaginez bien un magazine comme Novo, en fait, il suffit de regarder l'ours. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. L'ours, c'est vraiment la liste
des collaborateurs qui se trouvent au début du magazine. Il y a énormément de gens qui participent à Novo. Alors, il y a il y a Bruno qui m'aide à financer le magazine en vendant de la publicité à des annonceurs culturels. Sans ça, on ne peut pas financer parce que ça coûte très cher. Il y a un imprimeur qui imprime le magazine. Il y a des gens qui distribuent le magazine. Dans chaque ville, on a des relais comme ça. Par exemple, à Mulhouse, c'est Nathalie Muguet avec son entreprise qui s'appelle Bike in the City. Elle fait ça à vélo. Elle a un vélo cargo et elle se trimballe d'un lieu à l'autre pour mettre Novo à disposition du public puisque c'est un magazine gratuit. Mais surtout, il faut des rédacteurs, donc des gens qui vont écrire. Ça, c'est vraiment, sans eux, on n'est rien. Il y a une graphiste qui va mettre en page le magazine. Il y a une fille qui va être la secrétaire de rédaction. C'est elle qui va centraliser, qui va recevoir les textes, etc., qui va faire une première lecture et qui va permettre que la graphiste reçoive des documents calibrés pour la mise en page. Et il y a aussi une relectrice-correctrice. Donc ça fait... Et puis moi, je suis à la fois l'éditeur, mais je suis aussi le rédacteur en chef. Donc c'est moi qui vais décider du sommaire, décider de quoi on parle dans ce numéro, est-ce qu'il va y avoir ou non une chronique de Jean-Luc Vertenschlag, etc. etc. Voilà. D'accord, très bien. Vous avez dit que vous étiez éditeur et on aimerait savoir quelle était votre motivation. On a entendu que vous aimiez beaucoup la culture. Est-ce que c'est vraiment ça qui vous a poussé ou est-ce qu'il y avait une raison annexe peut-être ? Alors ça, il faudrait m'allonger sur un divan pour savoir exactement, mais en gros, ça fait longtemps que je m'intéresse à tout ce qui est culturel, associatif. Enfin, j'adore rencontrer des gens et principalement rencontrer des gens qui font des choses. J'aime les activistes. Et puis j'aime la presse depuis assez jeune. En fait, j'ai le goût pour le papier, pour la presse papier, les journaux. J'adore lire les journaux, les magazines, les revues, etc. Donc pour moi, c'était un peu comme quelque chose, un rêve, un petit peu un rêve. J'avais pas fait d'école de journalisme ni rien, mais j'avais ce rêve. Et c'est vraiment la rencontre avec Bruno où je me suis rendu compte que je pouvais faire ce qui m'attirait comme ça sans oser, sans même me dire que c'était possible en fait, parce que j'avais l'impression qu'il fallait faire des grandes écoles de journalisme, il fallait passer par plein d'épreuves qui me paraissaient un petit peu insurmontables. Et grâce à lui, je me suis rendu compte que on pouvait, à partir du local, en fait, faire des choses intéressantes. Et donc ça s'est fait petit à petit comme ça, et plus ça a été, plus je me suis rendu compte que plutôt que d'attendre que quelqu'un dise c'est bon, t'as le droit d'être recruté pour être journaliste ou pour être je sais pas quoi dans un magazine, c'était plus simple finalement de se prendre en main et de monter son propre projet. Pour ça, il fallait s'en donner les moyens, c'est-à-dire trouver un modèle économique. Et pour nous, le modèle économique, c'est effectivement de faire un magazine culturel et d'aller toquer à la porte d'annonceurs, de structures culturelles qui ont un peu de moyens pour communiquer et de leur expliquer le projet et donc de se donner les moyens de réaliser ce qui nous intéresse. Mais réaliser ça, c'est pas uniquement pour se faire plaisir à nous ou pour se faire plaisir à moi. En fait, c'est l'idée à travers un magazine, de fédérer des acteurs culturels sur un territoire et de rendre compte de ce qu'ils font, de les mettre en valeur, de faire des portraits d'artistes, de raconter des spectacles à venir ou en cours, d'interviewer des gens qu'on admire ou pas. Enfin, c'est le magazine, c'est un peu comme un magasin. Un magazine, on peut y trouver plein de choses différentes et on peut assembler ces choses. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que on va pouvoir interviewer des gens. Alors, ça va être des artistes du coin, des directeurs de lieux culturels, des directeurs de musées, des directeurs de salles de concert, etc. dans la région. Mais ça peut aussi être des gens qu'on apprécie, par exemple un écrivain qu'on admire ou qu'on lit ou qu'on aime et qui va passer à Mulhouse, à Strasbourg, à Nancy. On voit qu'il va passer là, on va contacter sa maison d'édition ou la librairie ou le lieu. Et grâce à ce magazine, en fait, on va accéder à cet écrivain. On va pouvoir le rencontrer, on va pouvoir passer un moment intéressant avec lui, on va pouvoir discuter pendant 1 heure, etc. Ce qui ne serait pas possible s'il n'y avait pas le magazine, en fait. Donc c'est vraiment une sorte de ticket d'entrée, de passeport pour accéder à des gens intéressants. Moi, il y a vraiment tous ces niveaux qui m'intéressent, c'est-à-dire à la fois moi j'ai rencontré beaucoup de chanteurs, de musiciens, d'écrivains, de cinéastes que j'apprécie grâce au magazine, mais j'ai aussi rencontré des gens qui font vivre des lieux culturels
qui sont très intéressants, des artistes du coin aussi, parce qu'il y a plein d'artistes qui travaillent dans la région et qui sont très intéressants. Et on parle de tous ces gens, en fait, dans le magazine. C'est ça qui m'intéresse. Donc, j'aime le papier, mais j'aime aussi rencontrer des gens, rencontrer des artistes, rencontrer des gens qui ont envie de faire des choses. C'est ça qui... Alors, ça peut être des gens qui vont faire des radios, des gens qui vont faire... qui vont monter des spectacles. Enfin, c'est très, très varié, en fait. Des gens qui vont faire des films dans leur coin. Enfin, et donc, c'est ce goût pour la presse, mais qui... Plutôt, effectivement, ça aurait pu être, on aurait pu faire des magazines qui parlent d'autres choses, hein. Mais c'est vrai que la culture, c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus finalement. Dans Novo, il faut savoir que ça sort tous les 3 mois. On aimerait savoir comment c'est possible de sortir tous les 3 mois ce magazine qui est quand même très très complet, voire même plus que complet parfois. Oui, c'est copieux et moi en fait j'aime bien faire le contraire de ce que font des tendances. En fait, en ce moment on nous explique que les gens peuvent pas lire plus de 500 caractères, après ils décrochent, ils vont scroller sur leur téléphone, etc. Qu'il faut faire des formats courts, qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle, comme ça coûte rien et que ça revient au même, etc. Et moi, je propose, avec les gens qui travaillent avec moi, on propose un magazine dans lequel il y a parfois des interviews sur 8 pages, donc ça oblige quand même les gens à passer quelques minutes à lire ça. Enfin, c'est vraiment, je crois beaucoup... au format long, moi j'aime bien une interview de 8 pages, je trouve qu'on va dire beaucoup plus de choses et parfois c'est passionnant. Alors parfois il y a des gens qui vont me dire que c'est trop, ça va pas, c'est trop fatigant de lire ça, etc. Mais je pense qu'il faut creuser ce sillon, il faut continuer à croire en la nature humaine et qu'il est possible de faire des choses qui ont du sens en fait, pas faire que de la forme courte parce qu'on va vous dire qu'il faut faire de la forme courte. Et donc, c'est possible de faire effectivement un magazine copieux de 130 pages parce que on s'en donne les moyens, parce qu'on est beaucoup. Il y a beaucoup de gens talentueux qui se sont agrégés petit à petit à l'équipe de départ. Chaque numéro, il va y avoir de nouveaux rédacteurs qui vont me contacter pour me dire qu'ils aimeraient bien écrire, etc. Alors, parfois, on va essayer, ça se fait, et ça ne va pas donner grand-chose. Et parfois, c'est des gens qui se rajoutent à l'équipe. Et petit à petit, je trouve qu'on a maintenant une équipe de rédacteurs vraiment hyper talentueux. Et ça facilite le travail parce qu'on n'a plus besoin de réécrire grand-chose finalement quand ils envoient leur texte. C'est tellement bien que le travail est devenu beaucoup plus facile, plus agréable. Et puis, ils vont être force de proposition aussi. Ils vont avoir des idées de sujets que moi, j'aurais pas forcément eu spontanément. Donc, ça permet aussi d'avoir une variété de sujets parce que sinon, on va faire toujours un peu la même chose. Là, moi, je suis vraiment à l'écoute des propositions des uns et des autres. Et donc, si c'est possible de faire ça, c'est parce qu'il y a tous ces gens qui sont doués et qui respectent à peu près les deadlines, c'est-à-dire il faut rendre le texte à tel moment, etc. C'est un peu le boulot, c'est un peu mon travail de donner des coups de fouet pour que les gens rendent leur texte dans les temps. Ça fait partie des difficultés. Et si c'est possible aussi, c'est parce qu'on a, malgré le contexte économique qui n'est pas facile en ce moment, et avec une baisse de subventions en général, baisse d'argent partout, mais dans la culture aussi, et ça va être peut-être de plus en plus dans l'année qui va venir. Mais pour l'instant, en fait, le magazine est suffisamment intéressant, suffisamment beau, etc., pour que des gens qui ont des budgets de communication dans les structures culturelles dans le Grand Est. Je rappelle que Novo est diffusé dans une zone quand même très large, qui va en gros de Dijon au Luxembourg, en passant par la Lorraine, donc principalement dans les villes, c'est-à-dire Luxembourg, Nancy, Metz, Épinal, Strasbourg, Célestat, Colmar, Mulhouse, Belfort, Montbéliard, Besançon, Dijon, enfin j'oublie peut-être des coins, mais donc d'une zone large, ce qui permet de ne pas avoir à solliciter des annonceurs qui n'auraient pas beaucoup de moyens, mais plutôt dans chaque ville, de s'adresser aux structures quand même importantes. À Mulhouse, ça va être la Filature, le Noumatrouf, le Musée des Beaux-Arts, la Kunsthalle, enfin ce genre d'annonceurs. À Dijon, ça va être l'Opéra de Dijon, la Vapeur, la ville de Dijon, enfin. Donc il y a quand même un potentiel comme ça, c'est pour ça qu'on est allé dans une zone assez large.
Mais il faut se battre. À chaque numéro, il faut trouver des annonceurs pour financer, c'est-à-dire parce que ça coûte très cher. En fait, les factures d'imprimeurs sont comme... Là, je viens de payer l'impression du numéro 78. C'est 12 000 euros qu'il faut sortir. Donc, et puis après, il y a la même chose en pige, en salaire de graphiste et tout. Quand on additionne tout, ça fait quand même une sacrée somme. Et parfois, les numéros sont tout juste à l'équipe, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir gagner d'argent. D'autres fois, c'est un peu mieux. Enfin, mais en tout cas, c'est une sorte de combat, mais on continue à faire ça parce que ça nous fait plaisir et on sent que avec le temps, petit à petit, des fois, c'est difficile parce qu'on ne sait pas trop où ça va. On n'a pas forcément toujours de retour. Il y a des gens qui nous lisent et qui vont pas forcément nous envoyer un courrier pour nous dire on adore Novo et tout. Mais de temps en temps, on rencontre des gens qui nous disent moi j'ai lu tel article et tout, et là on se dit ah ouais, on fait pas ça pour rien quoi. Donc ça fait plaisir. Donc vous avez parlé du financement. Oui. Ne dépendez que de la publicité ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient faire des dons? Est-ce que vous mettez de l'argent de votre propre chef? Comment ça se passe au niveau financier finalement? Nous, notre modèle, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent travailler comme ça, mais nous, c'est vraiment la publicité. C'est-à-dire que notre choix, on aurait pu être en kiosque, être vendu en kiosque, mais le choix, c'est d'être lu par beaucoup de monde. Et on sait très bien qu'en kiosque, un magazine culturel régional, on n'en aurait pas vendu beaucoup. Et ça, c'est dommage de se donner tous mal pour être peu lu. Donc là, le choix, c'est que le magazine, on peut le lire en ligne. Voilà, c'est une option, mais c'est quand même beaucoup mieux d'avoir le papier. Moi, je trouve l'odeur du papier, le toucher du papier, de pouvoir caresser le papier, etc., de pouvoir découper. Il y a des gens qui découpent, qui font des fois, on m'envoie des collages faits à partir de numéros de Novo. On peut gribouiller dedans, on peut faire ce qu'on veut. On peut boire son café, faire des taches de café dans le magazine. C'est quand même très beau. On va voter des nouveautés, on va voter des nouveautés, on va voter par SOS. Des oiseaux qui bossent sur des simulateurs de vol. On va voter des boulots de rêve qui deviennent des sarcophages. Voter des enfants sans âge qui nous expliquent des vies pas vécues. On va voter si on est sage. Soyons méritants et héritons. On va buvez de sources sûres, buvez les bonnes paroles de petits sodas. On va voter des dévots, on va voter des dévotes, on va voter des dévots, des dévotes. On va voter pour la beauté, quoi d'autre? Préférez le lifting aux escaliers. Soyons méritants et héritons. Réussissez ces loopings, tout le monde vous regarde. Un quart d'heure. Réussissez ces loopings. Ha. On va se voter les épines du pied et vénérer des soupapes. On va vénérer des moteurs. On va voter pour des causes toujours. Des causes toujours, toujours.
soyons méritants. Soyons méritants et héritons. On va voter pour les huiles sur la toile, les chamans dans la gouttière. On va voter, si on est sage, soyons méritants et héritons. On va gratter un avenir nul si découvert. Soyons méritants, soyons méritants, soyons méritants. Et héritons. Le modèle économique, c'est ça. En fait, on finance notre magazine uniquement par la publicité de structures culturelles. De temps en temps, ça arrive qu'on ait une marque de bière qui prenne une publicité, ou c'est déjà arrivé une banque. Voilà. À part ça, je crois que c'est vraiment principalement les structures culturelles. Et on n'a pas de mécène, on n'a pas de banquier ou je sais pas quoi qui financerait en partie ou complètement Novo. Donc on est vraiment obligé d'aller à la pêche à la publicité. Et on n'est pas subventionné, on a 0 € de subvention de tout le monde en fait. Donc c'est vraiment clair. Par contre, les gens qui nous achètent des annonces dans le magazine, eh ben, eux, la plupart du temps, c'est des gens qui sont, eux, subventionnés. Donc quand la filature achète une page dans Novo, la filature reçoit des subventions. Donc on est indirectement subventionné et on est affecté quand il y a une baisse générale des subventions. Les annonceurs, au lieu de virer des gens, ils vont d'abord réduire leur budget communication, donc supprimer des annonces et donc peut-être ne plus prendre d'annonces dans Novo. Donc on est complètement tributaire de l'ambiance générale. Si par exemple en 2027, le RN arrive au pouvoir et décrète que ça vaut plus le coup de donner de l'argent à la culture, nous, on va forcément disparaître si on garde ce modèle. Après, on fera peut-être autrement. Mais en tout cas, on a l'argent qu'on a pour payer l'imprimeur, les gens qui participent au magazine, il vient des annonceurs et des abonnements. J'oubliais quand même, parce qu'on a quand même des gens qui s'abonnent aussi. Mais on a à peu près 600 abonnés. Beaucoup à Paris aussi, des gens qui sont plus dans la région ou qui ont été dans la région qui s'abonnent au magazine. Mais ça reste le coût de l'abonnement, ils payent les envois par la poste, etc. C'est pas ça qui nous finance. D'accord. Donc là, on va peut-être passer un petit peu à autre chose et de vous demander, à titre personnel, qu'est-ce qui, pour vous, fait un bon livre, entre guillemets? Oh là, ça c'est compliqué. Hein. Un bon livre, c'est déjà un livre. Il y a un côté subjectif. Parce que si je dis c'est un livre que les gens vont avoir envie de lire, des fois les gens ont envie de lire des livres qui sont pas forcément très bons. Donc c'est pas le bon critère. Pour moi, un bon livre, c'est un livre qui a du sens. C'est un livre qui. Alors, soit ça va être parce que l'auteur a du style, ça peut être un roman et c'est parce que vraiment il y a du style. Et après, c'est parce que des fois, c'est des livres qui, pour moi, je pense à des livres que j'ai publiés où j'ai vu où j'ai senti qu'il y avait du sens parce que, par exemple, quand je publie le témoignage d'un jeune Afghan qui arrive en France et qui raconte son parcours, etc., vu le contexte actuel, le climat, les gens qui supportent pas qu'il y ait des migrants, etc., je trouve ça intéressant et je trouve ça a du sens de montrer à ces gens-là ce que c'est, l'épreuve que c'est pour quelqu'un qui part de son pays comme ça, gamin, c'est pas forcément un choix comme ça confortable, et de leur montrer toutes les étapes. Peut-être que les gens, ça peut un peu les faire réfléchir. Alors je me dis là, dans ce cas-là, il y a du sens et c'est un bon livre. Même si c'est pas de la grande littérature, mais ça a du sens. Et surtout, le livre,
il va permettre des rencontres parce qu'on va organiser des rencontres en librairie, ailleurs, etc., avec plein de gens. Ça va permettre de discuter, ça va permettre d'échanger. Donc là, pour moi, ça, c'est un bon livre, un livre qui provoque, permet, disons, des rencontres avec des gens différents. Quand je fais un livre avec des textes de détenus des prisons de Lutterbach ou d'Ensisheim, là non plus, c'est pas forcément de la grande littérature, mais je trouve que ça a du sens parce que il n'y a pas que Nicolas Sarkozy qui a droit d'écrire des textes quand il est en prison. Je pense qu'il y a d'autres gens qui peuvent et que c'est peut-être même plus intéressant. Et là, ça a du sens parce que moi, ça m'oblige aussi à aller en prison pour le coup, parce que ce que j'ai jamais souhaité, ce qui m'angoissait plutôt. Et bah, voilà, je trouve que ça permet de réfléchir. J'ai publié un livre aussi qui parlait de ce qu'était la prison et qu'il y avait peut-être d'autres solutions et que c'était pas forcément la meilleure solution dans certains cas. Bien sûr, il y a des gens qu'il faut enfermer, mais parfois, on enferme des gens qui ressortent de prison dans un état tellement abîmé ou encore pire que finalement, pour la société, il y aurait peut-être eu de meilleures solutions. Enfin, tout ça, c'est des livres qui ont du sens, des bons livres. Après, quand je publie un livre... La nouvelle histoire de Mulhouse, par exemple, puisqu'on est entre Mulhousiens, je trouve que c'est un bon livre. C'est un livre écrit par des gens, des vrais historiens qui ont bossé pendant des années et des années, et que c'est un livre qui va permettre aux Mulhousiens de découvrir ou de redécouvrir l'histoire de leur ville, et que je pense que c'est important pour les Mulhousiens de connaître l'histoire de leur ville, de savoir d'où on vient, pourquoi Mulhouse est comme ça, pourquoi il y a des bâtiments industriels désaffectés. Et tout ça, c'est très important. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs à Mulhouse aussi, qui c'est qui les a fait venir au départ. Enfin, ça a du sens et ça fait un bon livre, quoi. Mais alors, il y a tellement de bons... Quand je fais un livre avec un photographe et que les photos sont belles et tout, c'est aussi un bon livre. C'est très compliqué, votre question. Enfin, j'ai l'impression que la plupart des livres édités chez Mediapop sont des bons livres. Après, c'est moi, quand je dis ça, je suis pas très crédible, mais en tout cas, c'est ce que je pense et je suis assez fier de la plupart des livres que j'ai édités. J'ai un peu cette chance, je suis tombé sur des auteurs, des bons auteurs. Je travaille avec des bons graphistes, avec des bons imprimeurs, donc au final, ça fait des livres qui sont bons. Voilà, mais c'est quand même assez subjectif. On comprend tout à fait. Un bon livre, à mon sens, c'est celui qui fait sens, qui fait écho, qui fait souvent réfléchir. Donc je pense qu'on y retrouve également ce que vous y dites. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait de savoir, surtout. Donc là, on peut un petit peu plus creuser dans les questions. Et je passe tout de suite la parole à Léa, qui, je pense, pourra également vous faire énormément parler par ces questions. C'est vrai. Après, en soi, tu as déjà un peu répondu à la première question, du moins une partie de la première question, qui était est-ce que les livres que tu édites portent sur des sujets qui t'intéressent de près ou de loin? Et également, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'éditer des livres qui ne partagent pas tes idées politiques ou personnelles? Oui, disons qu'on va dire en gros oui, mais parfois j'ai publié beaucoup de livres où j'aurais jamais imaginé publier ça en fait. Okay. Ça c'est clair. Et ça c'est les rencontres et ça demande une certaine ouverture d'esprit. Mais ça a démarré très tôt parce que je l'ai pas dit, mais tout au début quand j'ai commencé à faire des livres, mon idée c'était vraiment de faire une petite collection de livres autour de la musique et c'était ça l'idée. Je n'avais pas du tout imaginé partir dans tous les sens. Et en fait, très vite, on m'a proposé des choses qui sortaient complètement de ce cadre, donc c'était pas forcément des sujets qui m'intéressaient. Il y a une fille qui s'appelle Chloé Cormand qui m'a contacté. Alors j'ai vu qu'elle venait de recevoir le prix du livre Inter, donc je me suis dit il faut quand même que je l'écoute, que je sois à l'écoute. Et elle m'a proposé de faire un journal avec des enfants de la Courneuve, parce qu'elle était à Paris et elle travaillait dans un lycée de la Courneuve, dans un quartier qui pourrait ressembler un peu à certains quartiers de Mulhouse. Et c'était un livre écrit par des lycéens qui parlaient de leurs grands-parents principalement et de leurs parents qui venaient de partout dans le monde. Hein. Ça était d'Afrique, du Vietnam, un peu de partout. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout imaginé publier ce genre de choses, mais c'est quand même quelque chose qui m'intéressait. Donc et j'étais tout de suite obligé de dévier et de faire une autre collection donc qui s'appelle Ailleurs, où je parle d'autre chose que de musique. Mais c'était pas anticipé et ça a été vraiment une très très belle expérience. Je me souviens du jour où je suis allé à la Courneuve pour la sortie du livre avec tous ces lycéens qui venaient de partout dans le monde et tout. C'était vraiment chouette. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, il ne faut pas que je fasse que des livres sur la musique. Hein.
Il faut faire aussi d'autres choses. Donc, quand je fais des livres sur la prison, par exemple, honnêtement, je passe pas mon temps à m'intéresser à la prison, mais les gens qui sont venus me voir avec ces projets-là, ben, tout d'un coup, ça m'oblige à y réfléchir plus. Donc, c'est pas mes sujets de départ, qui seraient plutôt le rock'n'roll, le cinéma, la littérature, c'est pour être un petit peu schématique. Mais c'est des choses qui m'intéressent. Par exemple, l'histoire aussi. Ben, j'ai fait des études d'histoire et je m'attendais pas du tout à faire un jour des livres d'histoire locale. Pour moi, c'était à d'autres éditeurs de faire ça, ce qu'on appelle les alsatiques, les livres qui s'intéressent vraiment à l'histoire de l'Alsace, etc. L'histoire de la cathédrale, la choucroute et tout. Et puis finalement, en fait, ça m'intéresse. Quand je fais l'histoire du Noumatrouf, c'est aussi de l'histoire locale. Ça fait partie des choses qui m'intéressent. Donc, c'est effectivement des choses qui m'intéressent. Après, l'histoire des idées politiques, honnêtement, par exemple, je ne ferai jamais un livre avec quelqu'un qui fait partie du Rassemblement national. Que ça, c'est hors de question. Enfin, il faudrait vraiment... Après... ça m'est arrivé de faire des livres avec des gens peut-être qui n'ont pas tout à fait les mêmes idées que moi. Ça peut arriver. Je ne suis pas sectaire non plus. Ça dépend aussi du livre. Mais je ne vais pas faire un livre avec Zemmour, ou avec Madeleine, ou avec Sarkozy, ou avec plein de gens comme ça. Ça m'intéresse pas. C'est pas mon truc. Je pense qu'ils n'auraient pas envie de faire un livre avec moi non plus, j'espère. Ça serait vraiment bizarre. Ok, très bien. Également, tu nous as parlé tout à l'heure des frais que ça pouvait engendrer, 12 000 euros d'imprimeur et tout ça par format pour ton livre. Je voulais également... Pour le magazine. Voilà, le magazine, oui. Est-ce que finalement, les livres format papier sont toujours d'actualité ou est-ce qu'ils ne seraient pas un peu dépassés? Parce que j'ai entendu tout à l'heure ce que tu as dit, le charme des pages, le charme de pouvoir tâcher justement la page avec son café, enfin voilà, c'est quelque chose qui est matériel, donc forcément c'est toujours mieux que d'avoir juste une simple tablette sur laquelle on lit les choses. Mais est-ce que finalement, à l'avenir, et que ce soit maintenant ou même à l'avenir tout court, est-ce que finalement ça va pas finir par être dépassé? Ah mais moi je m'en fiche complètement de l'avenir et de ce qu'on peut dire et de ce qu'on peut me conseiller. Je me souviens quand j'ai commencé à éditer des livres, il y a des gens très bien intentionnés, des conseillers de la DRAC ou de la région ou de je sais pas où, qui m'ont dit Philippe, si tu fais du livre numérique, on va te filer plein de blé, on va te filer des super subventions et tout. Mais c'était pas du tout mon projet, donc j'avais pas envie de complètement faire autre chose que ce que j'avais envie de faire, juste parce qu'il y avait des opportunités d'avoir un peu d'argent, un peu de subventions, etc. C'est pas mon truc. En fait, c'est comme le magazine. Nouveau, forcément. Moi, j'ai des amis qui en ont rien à faire de la culture et qui trouvent ça intello, je sais pas quoi. Tant pis pour eux, c'est pas le problème. Moi, je fais un magazine qui me correspond, qui correspond à ce que j'ai envie de proposer, qui m'intéresse et tout. Et on le balance, et soit les gens, ça les intéresse, soit ça les intéresse pas. Moi, le papier, moi j'ai toujours lu des livres papier, je lis pas de livres numériques, et j'aime l'objet. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles je crois que c'est un support qui reste intéressant. Même si on me dit que plus personne lit des livres et tout le monde s'en fout et que les jeunes, ça les intéresse pas, etc. Moi, je continuerai à en faire tant que j'arriverai quand même à les financer, c'est-à-dire tant qu'il y aura quand même quelques personnes pour les acheter, quoi, en gros, quoi. Pour l'instant, je me soucie pas trop des tendances nationales, etc. Je me soucie plus de ce que donnent les résultats de mes productions. C'est-à-dire que quand je fais un livre, je vois qu'il y a quand même quelques centaines d'acheteurs ou des fois quelques milliers. Je me dis, là, ça veut dire que c'est tout bon pour moi. J'arrive à continuer, donc je continue, quoi. En fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de se dire, on se prend en main, on se prend en charge, on fait ce qu'on a envie de faire, et on se dit pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que c'est dans l'air du temps, est-ce que c'est pas dans l'air du temps. Je trouve qu'il faut un peu affirmer les choses. Moi, j'aime le papier, je fais du papier, c'est tout, quoi. Et le jour où ça s'arrête, ça s'arrête. Mais en tout cas, je ne serai pas là à essayer de m'adapter, à étudier, à faire des... Par exemple, pour le magazine, je me souviens tout au début du magazine, quand je parlais à des gens, je leur disais, j'ai envie de lancer un nouveau magazine. Et elle me disait, la première question, et des annonceurs aussi, c'était est-ce que tu as fait une étude de marché pour voir ce que l'attente du public, ce que les gens attendent et tout. J'ai dit, déjà, j'ai pas d'argent pour faire une étude de marché. Et puis, deuxièmement, ce qu'attendent les gens, ils vont me dire quoi? Les gens, ils vont me dire, on attend un magazine, je sais pas quoi. Enfin, j'en ai rien à faire, quoi. C'est pas le sujet. On n'est pas là pour répondre à une attente. On est là pour proposer quelque chose qui nous paraît intéressant. Et après, les gens, soit ça leur plaît, soit ça leur plaît pas. Mais je suis
pas du tout dans une logique comme ça d'étudier le marché, de répondre à des éventuelles attentes, etc. C'est pas ma façon de fonctionner. Et ma façon de fonctionner, c'est plus les rencontres, les coups de cœur, rencontrer des auteurs qui viennent me voir avec des projets de livres. Et si je trouve que c'est des personnes intéressantes, et c'est souvent le cas, et c'est ce qui fait que je continue à le faire aussi, c'est parce que c'est un vrai plaisir quand il y a un écrivain qui vient me voir et qui me propose un livre. C'est pas que de dire on va essayer de vendre son bouquin, mais c'est aussi de se dire que il y a une relation qui se tisse, il y a des échanges, et puis c'est des gens passionnants, ils vont m'apprendre des choses. Ça va être ça qui va être super. Pareil avec les photographes, etc. Enfin moi, chaque rencontre, ça m'ouvre. Et au début, parfois, je le dis moins, mais il y a des gens à qui j'ai fait des livres et c'était un peu comme faire un enfant avec quelqu'un presque, parce qu'on faisait le livre, ça prenait un temps fou, des fois ça prend 9 mois un livre de préparation. Et à la fin, il y a ce bouquin. Et à la fin, des fois, on se quitte. C'est pas un divorce, mais l'écrivain ou le photographe, il repart chez lui. Moi, je reste chez moi. Mais il y a le livre qui circule, qui est là, c'est pas qu'il grandisse, mais en tout cas, il va circuler, il va avoir une vie. Le livre, il a une vie. De temps en temps, là, hier, j'étais à la filature pour un vernissage de l'exposition de Pascal Bastien, un photographe avec lequel j'ai fait 6 livres, donc c'est quand même quelqu'un d'important. Et il y a un photographe portugais qui était là. Et lui, il avait acheté un livre Mediapop, un livre d'Anne Himley qui s'appelle Constellation photographique. Et en fait, c'était dingue de se dire que ce Portugais, il y a quelques années, il avait acheté un livre Mediapop. Et on se rendait compte comme ça, en discutant, qu'il y avait un livre qui avait circulé comme ça, qui était allé jusqu'au Portugal. Mais c'est dingue, c'est génial. Voilà. Et c'est ça qui est bien. Donc c'est le papier qui permet ça. Après, on peut faire des livres numériques. Moi, j'ai rien contre. Ça circule d'une autre manière, etc. Mais c'est simplement pas mon truc. Il y a des jeunes pour faire ça ou des moins jeunes qui s'intéressent. Mais moi, c'est vrai que c'est pas ma passion. Alors, je dis pas qu'un jour, les livres que j'édite ne seront pas aussi disponibles en livre numérique. On me le propose de temps en temps. Pour certains livres, ça aurait peut-être du sens. Mais c'est vrai que la plupart des livres que je fais, c'est souvent des livres un peu objets comme ça. C'est pas forcément adapté, mais bon, pourquoi pas. D'accord, merci. Je vais maintenant passer la parole à Léonore. Merci. Alors moi, j'ai une question qui est, tu nous as parlé que tu avais aussi Mediapop Record, où tu faisais de la vente de CD et de vinyle, mais principalement de vinyle, j'avais vu. Et est-ce que c'est intéressant la vente de vinyle? Car comme dit, on est actuellement où il existe beaucoup de plateformes streaming qui sont gratuites, comme Deezer, Spotify ou même YouTube. Donc est-ce que c'est intéressant et comment aussi t'es venue l'idée de cette vente? Alors, la vente, c'est beaucoup dire, parce que j'en vends pas forcément beaucoup. Mais par contre, la production, c'est un peu ce que je viens de dire. Je vais vraiment passer pour un vieux schnock réactionnaire qui est attaché à des supports d'un autre temps que vous ne connaissez pas, puisque vous êtes toutes les trois très jeunes. Mais en gros, le vinyle, c'est un peu comme le livre papier. Finalement, c'est le support, c'est l'objet. Et moi, je reste attaché à l'objet. Je sais pas pourquoi. Et la musique, moi, quand j'étais gamin, c'était d'aller à la Fnac, regarder les vinyles pendant des heures. On n'avait pas les moyens de se les payer, donc on regardait les pochettes. C'était fascinant, c'était beau. Et c'était aussi une première ouverture sur l'art, parce que les pochettes, souvent, c'était des vraies œuvres d'art. Je m'en rendais pas compte à l'époque. Je savais pas que les photographes qui avaient fait telle pochette, c'était en fait des grands photographes parfois, ou que les studios graphiques, etc., qui avaient fait les pochettes de disques comme les disques des Pink Floyd et tout. Mais c'était la petite graine en fait qui a fait que peut-être j'ai commencé à m'intéresser un peu à la peinture, à la culture, à la photographie, etc. Donc pour moi, ça reste important le support. Après, les gens, s'ils ont envie d'écouter des streamings, des machins numériques, ça me pose aucun problème, hein. Mais en fait, l'idée du vinyle, c'était un peu comme tout ce que je raconte depuis le début, c'est vraiment des rencontres. Alors le vinyle, pour revenir à ça, le premier vinyle que j'ai sorti, c'était le vinyle de Singe Chromé, c'était Denis qui est décédé depuis, mais un jour dans un bar comme ça, c'était au Cambrésis, je me souviens, après quelques bières,
Je le voyais sortir ses CD bricolés, c'était pas très beau et tout. Et du coup, les gens, quand c'est pas très beau, justement, les gens prêtent moins attention, ont l'impression que la musique est pas bonne puisque le CD n'était pas très valorisant, quoi. Un CD comme ça gravé sur un ordi avec une pochette bricolée, ça fait pas très sérieux. Donc, et moi, j'aimais bien ce qu'il faisait musicalement, mais je me disais, ce serait bien de permettre de peut-être toucher un public plus large et de faire vraiment un bel objet. Et c'était un peu le début du retour du vinyle. Et un jour comme ça, lancer une sorte de défi, c'était de dire, avec ton prochain disque, au lieu de faire ça à l'arrache n'importe comment, on va faire un super beau vinyle. Donc on va payer un photographe, on va payer un graphiste, on va payer une attachée de presse, on va payer un studio d'enregistrement, on va faire tout ça vraiment dans les règles de l'art, comme si on était vraiment un vrai producteur de musique et toi, un vrai musicien qui a signé un contrat, etc. Mais là, bien sûr, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait rien. Mais en tout cas, on a fait un premier, ce disque, et il était très réussi à tous les niveaux. Et on l'a envoyé à de la presse et tout. Et il y a quelqu'un qui est un peu un journaliste mythique qui s'appelle Bayon et qui, à l'époque, sévissait au journal Libération, Libé. Et maintenant, il n'y est plus, il a pris sa retraite, mais il a reçu le CD ou le vinyle, il l'a écouté et il a tout de suite compris que c'était vraiment un bon disque, un disque important, etc. Et il m'a contacté. Et j'ai un peu joué l'entremetteur entre Denis et lui, parce que Denis était quelqu'un qui n'avait pas d'ordinateur, qui était un peu déconnecté comme ça. Et donc, il y a eu un échange de questions. Denis me répondait, moi je tapais les réponses et tout. Et un beau jour, il y a eu un article de 2 pages dans Libé, avec photos et tout. Et ça a été le début de Mediapop Records. Et les gens, les musiciens de la région, même d'ailleurs, ont vu ça et se sont dit, tiens, ce label, il doit être bien, puisqu'il y a un artiste qui arrive à avoir 2 pages dans l'IB. Parce qu'après 2 pages dans l'IB, ça entraîne, comme les journalistes sont un peu des suiveurs, il y a eu des articles ailleurs aussi, dans les Arocs, dans Technica, je ne sais plus où, enfin bref. Et c'est comme ça que ça a démarré. Mais moi, au départ, c'était vraiment pour un disque. Il n'y avait pas du tout l'idée d'en faire 50. Mais c'est venu, après, pareil que pour les livres, en fait, c'est l'effet boule de neige, comme ça, les rencontres. En fait, une rencontre en entraîne une autre. Et quand on fait un bon livre, tout à l'heure, on parlait de bon livre ou de bon disque, c'est ça, un bon livre ou un bon disque. C'est un livre qui va être repéré par des bons auteurs et ils vont se dire, il y a un bon livre qui est sorti chez cet éditeur, c'est-à-dire que c'est un éditeur vers lequel j'ai envie d'aller. Parce que quand un éditeur sort des bouses, des livres mal imprimés, avec plein de fautes et tout, un bon écrivain, s'il a un peu de jugeote, il va pas vouloir aller chez cet éditeur. Il va se dire, oh là, c'est dégueulasse, c'est mal imprimé, c'est bourré de fautes, la couverture est moche, je vais pas aller là. Par contre, quand l'auteur qui se balade en librairie et tout voit des beaux livres, des bons livres, qui ont l'air bien écrits, qui ont l'air intéressants et tout, là, il va envoyer son manuscrit à Mediapop. Et pareil pour la musique, en fait, j'ai vraiment... Alors que franchement, la musique, ça a été une passion pour moi dans ma jeunesse, vraiment. J'aurais voulu être guitariste, rockstar, tout ce qu'on veut. J'aurais voulu jouer dans les Clash, par exemple, mais c'était pas, ça s'est pas fait. Et c'est tout ce que j'ai réussi à faire, finalement, c'est de devenir maison de disques. Et j'ai eu un bol fou parce que moi qui écoute pratiquement plus de musique, ça me fatigue d'écouter de la musique. Et puis quand je travaille, j'arrive pas à me concentrer. Et par les faits, dans ce que je vous raconte, les rencontres et tout, un premier bon disque, un premier très bon disque, a donné l'envie à d'autres très bons musiciens de faire d'autres très bons disques chez Mediapop, m'ont contacté. Et peut-être que ma seule qualité, c'est justement de provoquer ces rencontres et aussi d'être un peu réceptif quand il y a des gens qui ont du talent et qui viennent me voir et d'être souvent partant pour les projets les plus fous, les plus délirants. Alors, avec le temps, je me suis calmé aussi. Là, de plus en plus, en fait, c'est tellement compliqué économiquement à tous les niveaux que parfois, même quand... j'évite d'aller boire des verres, par exemple, avec un écrivain ou un musicien, quand je sais qu'il va peut-être essayer de me fourguer un projet, donc il faut être prudent.
des fois, je me force à laisser passer du temps avant de répondre. Par exemple, récemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un manuscrit au début de l'été, que je l'ai lu pendant mes vacances sur mon téléphone, ce que je fais jamais, parce que moi, quand on envoie un PDF, je l'imprime et je le lis sur papier. C'est vraiment à 99% des cas. Et là, j'ai commencé à le lire sur mon téléphone et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et je l'ai lu en 2 jours sur mon téléphone, donc ce qui était rare. Mais il y avait des choses qui me gênaient, donc j'ai rencontré l'auteur de ce manuscrit. Je lui ai proposé quelques améliorations. Elle m'a renvoyé le manuscrit il y a 3 mois. Et je viens de le relire et je le trouve encore mieux que la première fois. Donc, a priori, peut-être qu'il y a quelques années, j'aurais tout de suite dit oui, foncez. Mais là, je me suis dit, il faut quand même toujours être prudent et tout. Donc là, j'ai demandé à quelqu'un de confiance avec qui je travaille, qui corrige mes livres, etc., de le lire aussi et de me donner son avis avant de dire oui. Parce que je sais que si je m'engage, après, ça va engager tout un travail, ça va être des semaines de boulot, ça va être de l'argent et tout. Donc, il faut être sûr de son coup. Donc maintenant, j'essaye de plus en plus de ne pas faire de disques comme ça, juste sur des coups de tête parce que les gens sont sympas, mais de réfléchir un petit peu, quoi. Merci beaucoup. Et puis, je donne le micro à Lou. C'est la fin de cet entretien. Déjà. Le temps, il passe vite quand on s'amuse. Pour rappel, nous étions au studio WNE à Mulhouse. Et pour vous informer si plus sur Mediapop, Novo ou alors bien d'autres, vous pouvez aller sur mediapop.fr pour vous informer dans plus de détails. Pour rappel, c'était Lou au micro, accompagné de Léa et Léonore. Bien sûr, avec derrière l'équipe Être, qui constitue François, Férouz, Léa, Léonore, Ophélie, Kylian, Nicolas et moi-même, mais également l'équipe de la radio WNE, que sont Jean-Luc et Lévi. Merci à tous. Merci. Merci à toutes les 3 et merci à Lévi surtout. Les podcasts du Moulin Nature, centre d'initiation à la nature et à l'environnement. Pour l'éducation à la nature, à l'environnement, au développement durable et à l'accompagnement vers une transition écologique pour tous les publics. Plus d'informations sur lemoulinnature.fr.